Passons donc à la préparation pour le TPA. En réponse aux questions que se posent les étudiants, j'ai préparé un petit explicatif pour le TPA. Le plan du TP, on était censé faire ça au départ. Observation des différents régimes du mouvement de vibration. Si vous vous rappelez, le TP1, c'est les oscillations libres, à 1 degré de liberté. Je vous ai expliqué tout le principe des mouvements en TP0, si vous vous rappelez. Donc, premièrement, on va observer les différents régimes de ce mouvement, les oscillations libres à 1 degré de liberté. Deuxièmement, on va, en régime critique, c'est l'un des 3 régimes qu'on va étudier, noter la résistance critique. Troisièmement, on va calculer la valeur de l'inductance de la bobine L par 2 méthodes différentes. On va l'appeler L1 pour la première méthode. Ce sera un régime critique, celui qu'on aura vu juste avant. Et L2 pour la deuxième méthode, en régime pseudo-périodique. Et on va les comparer ensuite, ces 2 valeurs-là. Dernière partie du TP, ça sera une application. Comme ça, vous avez le plan détaillé du TP qu'on vous a envoyé. Le TP les questions ont été un peu modifiées puisqu'on n'a pas accès au matériel expérimental. Donc, on va faire le TP théoriquement et on va commencer donc par un rappel théorique. Donc, on va commencer par un rappel théorique. Pour les gens qui n'ont peut-être pas encore fait le cours ou le TP ou le TD, comme ça, ils seront au courant de toutes les relations qu'on va étudier. Pour les oscillations libres à 1 degré de liberté, on avait dit que le système le plus simple pour étudier ce mouvement de vibration était une masse, un ressort de constante K posé sur un sol par exemple, ou alors dans le sens vertical, un ressort avec une masse et il fait un mouvement de vibration. Dans le cas où il est complètement libre, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de force de frottement. 1 degré de liberté, on avait dit que c'était le mouvement qui était décrit par une seule variable, dans ce cas-là par exemple x, en fonction du temps. On a expliqué tout ça en TP0. Et on va essayer de trouver à présent l'équation du mouvement. On peut le faire de 2 méthodes différentes, ou bien par la somme des forces. La somme des forces égale MA, comme vous l'avez vu avec le principe de Newton, deuxième principe de la dynamique, somme des forces égale MA. Mais ça, c'était avant, c'était dans le programme de première année. Ou alors, avec la deuxième méthode, ça sera avec la méthode de Lagrange. Ou alors avec la méthode qu'on utilise cette année, c'est la méthode de Lagrange, c'est-à-dire avec les énergies. La fonction de Lagrange, L, est définie comme une fonction scalaire qui est égale à l'énergie cinétique T moins l'énergie potentielle U. Et ensuite, à partir de cette fonction de Lagrange, on avait les équations. Non, avant les équations de Lagrange, on va quand même noter l'énergie cinétique étant égale à 1 demi de m vitesse au carré, qu'on avait écrit x point au carré, moins l'énergie potentielle étant donnée élastique ici, c'est 1 demi de k x au carré. Votre Lagrangien étant celui-ci, les détails vous les aurez vus ou vous les verrez en cours en TD, on aura l'équation de Lagrange. d sur dt, dl sur dq point, moins dl sur dq égale à 0 pour le cas complètement libre, quand
il n'y a aucune force de frottement, et Q étant la variable. Notre variable, on avait dit que c'était un X. Par exemple, si on prend que le sens du mouvement est dans ce sens-là et que ma variable est X, on peut écrire à la place de Q point, on va écrire X point, et à la place de Q, on va écrire X. Et ça revient à faire une dérivée de cette fonction L par rapport à X point, donc par rapport à celui-là. Ensuite, ce qu'on trouve, on le dérive par rapport au temps, d sur dt. Et encore une autre dérivée ici de L, toujours celui-là, par rapport à x, c'est-à-dire par rapport à ce côté-là. Ça, c'est la méthode de cette année. On continue donc. On va essayer de le faire. Si on dérive L par rapport à x, donc L, on a juste cette partie-là qui dépend de x. Donc si je dérive, x carré, ça donne 2. Le 2 avec le 2, il s'en va. Il reste la constante kx. C'est tout. Donc, ce côté-là va donner kx. On a un moins dans le Lagrangien et on a un moins dl sur dx. Ce qui revient à faire moins fois moins et ça donne un plus. Normalement, vous l'avez vu en détail en TD. Égal à 0, donc j'ai commencé à l'envers mon équation. dl sur dx point maintenant. Je redérive donc L par rapport à x point et j'aurai donc que ce terme-là. Là, il n'y a pas d'x point. J'aurai encore une fois le carré. J'aurai x point carré, ça fait 2x point. Le 2, il s'en va, il me reste un m. Donc, il reste m x point. Sauf que là, c'est pas fini. Je dois encore une fois dériver ce que je trouve par rapport au temps. Donc, une fois que je dérive par rapport au temps, la dérivée de x point par rapport au temps, elle donne quoi? Elle donne x 2 points. Si vous vous rappelez, la dérivée par rapport au temps, c'est juste une vitesse. Donc, la dérivée de x point par rapport au temps, ça va faire x 2 points. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a utilisé ici. Voici mon équation du mouvement dans le cas libre, complètement sans aucune force de frottement. On dira équation du mouvement libre non amorti. Non amorti pour dire pas de force de frottement. On l'a déjà écrit. Pas de frottement ou d'amortissement. Amortissement, donc ralentissement. Les forces qui ralentissent le mouvement. Donc ça, c'est mon équation dans le cas complètement libre. Alors, on va arranger un petit peu cette équation en divisant par m. Donc, si je divise par m, j'obtiens x de point plus k sur m x est égal à 0. Et on va appeler cette constante-là oméga 0 au carré. On va dire ce oméga 0 au carré, c'est la pulsation propre du système. La pulsation propre du système pour dire que c'est une constante. C'est une constante du système. C'est K et M qui ne changent pas dans le système. On peut changer les forces de frottement ou autre chose, les conditions du mouvement, mais on ne va pas changer le ressort ni la masse. Donc, c'est des constantes du système. Elles ne dépendent pas du mouvement. Donc, celle-là, c'est la première constante qu'on doit connaître. C'est la pulsation propre du système. On l'oublie pas. Passons au deuxième cas. Ça, c'est le cas, premier cas où on a pris complètement libre. On n'a pris aucune force de frottement, c'est-à-dire qu'il y avait juste la force de rappel, T, qui fait le mouvement. On ne parle pas des deux forces qui sont là, perpendiculairement, le poids et la force de rappel, parce que vous allez remarquer qu'elles sont en sens contraire et elles sont perpendiculaires au sens du mouvement. Elles n'aident pas le mouvement, elles n'ont aucune influence sur le mouvement. Donc, on ne parle pas de ces forces-là. On ne parle que des forces qui agissent sur le mouvement, donc dans le sens des X. Pour le mouvement,
Bon, pour le moment, on a fini avec le mouvement libre. On a utilisé la méthode de Lagrange. On va voir qu'est-ce qui change dans cette méthode-là quand on va rajouter la force de frottement. Donc, quand on va rajouter la force de frottement, qu'est-ce qui va changer au niveau de mes équations? Le Lagrangien ne change pas. Par contre, si on a une force de frottement, donc on va écrire ici, voilà, ça c'était la première, libre non amorti. Deuxièmement, équation du mouvement libre amorti. Amorti, c'est-à-dire avec les forces de frottement. Les frottements, on les a vus en cours et en TD, sont représentés par une énergie, une quantité d'énergie qu'on appelle la dissipation. La fonction de dissipation. La dissipation, c'est la perte d'énergie. C'est la perte d'énergie qu'induit une force de frottement qui ralentit un mouvement. Donc la dissipation, elle s'écrit 1/2 alpha, une constante alpha, fois x point carré, ou alors vitesse au carré. C'est une vitesse au carré. Cette quantité-là, cette fonction de dissipation, est représentée donc sur ce schéma. On va représenter sur ce schéma la force de frottement par un petit système où on écrit ici alpha. Ça veut dire qu'il y a une force. Si mon x il est dans ce sens-là, la force de dissipation ou de frottement est dans le sens inverse, comme la tension du ressort. Et on la représente par une constante alpha de viscosité. Généralement, les forces de dissipation, la force de frottement ou de dissipation, elle s'écrit sous la forme moins alpha fois la vitesse. Je mets un vecteur pour dire il est en sens inverse de la vitesse, en sens inverse du x. Ou alors on écrit f égale moins alpha x point. Puisqu'on a dit la vitesse c'est x point, ici on a une seule variable, un seul degré de liberté qu'on a utilisé ici x par exemple. Cette force de frottement donnant cette fonction de dissipation, avec cette fonction de dissipation, l'équation de Lagrange dans le cas libre, elle change. On va rajouter encore un terme et on va l'écrire donc autrement. On va rajouter un terme, on va l'écrire sous la forme d sur dt dl sur dx point, ça y était déjà, moins dl sur dx, ça y était déjà pour le libre, égal, ce n'est plus égal à 0, mais égal à moins la dérivée de la fonction de dissipation par rapport à quoi? La fonction de dissipation, c'est x point. Donc, on va la dériver par rapport à x point. Voilà le terme qu'on a rajouté dans l'équation du mouvement de Lagrange. Ce terme-là, on va le ramener de l'autre côté pour avoir une fonction plus simple et pour faire les équations. Donc, j'efface pas, comme ça on va refaire tout à l'heure autrement. Voilà. Tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Et je réécris donc mon équation. Là, d sur dt, on a dit dl sur dx point moins dl sur dx. Je remets celui-là de ce côté, ça fait plus dd sur dx point est égal à 0. Pour dire que quand c'est égal à 0, c'est toujours libre, sauf que tout à l'heure c'était libre non amorti et que maintenant c'est libre mais amorti. Et amorti avec la force de dissipation, la force d'amortissement ou la force de frottement. Donc ça dépend, ici c'est un système mécanique, on va dire c'est des frottements. Tout à l'heure on va voir le système électrique, les frottements ou l'amortissement, ça sera la résistance qui gêne le mouvement. Donc une fois qu'on a ça, ce côté on l'a déjà dérivé, si vous vous rappelez, il nous avait donné mx
2 points, c'est exactement le même travail, on n'a rien fait, on a rajouté que ce terme-là. Ce terme, on l'a déjà dérivé, il va nous donner tout ça. Donc avec son moins, il nous donne plus kx. Et maintenant, on va dériver ce dernier terme. La dérivée de d par rapport à x point, c'est la dérivée de cela. Donc, je dérive x point au carré, ça donne 2. Il s'en va avec le 2, il reste alpha x point. Donc, il va nous rester plus alpha x point. Le tout égal à 0. Voici mon équation du mouvement dans le cas libre amorti. Je n'ai plus besoin de ces rappels-là. Je n'ai plus besoin des rappels. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on divise par la masse. Et on va les arranger sous la forme x de point d'abord, ensuite x point, et ensuite x égale à 0. Donc, si je divise par m, j'ai x de point. Pour x point, ça va être alpha sur m. Et pour x, ça va être k sur m. Voilà. Et je renomme les constantes comme tout à l'heure. K sur n, on l'avait nommé tout à l'heure oméga 0 carré et on l'avait appelé la pulsation propre du système. Alpha sur m, on va la noter 2 delta et on va définir alpha et delta. On va dire, bon, je vais effacer celui-ci, on n'en a plus besoin. Et on va comparer rapidement les deux mouvements. Alors, alpha, on avait dit que c'était la constante. Donc alpha, c'était le coefficient d'amortissement. Un coefficient d'amortissement. Il était dans la force, si vous vous rappelez, dans la force de frottement. C'était moins alpha x point, par exemple. Le delta, c'est juste une autre constante qui est égale à alpha sur 2n, donc alpha sur 2n, et c'est juste un autre coefficient ou un facteur d'amortissement. C'est juste une petite transformation mathématique dont on aura besoin pour les calculs. C'est pareil, c'est des constantes toutes les deux, facteurs d'amortissement. Voilà. Ils ont exactement le même sens. Une fois qu'on a ces constantes-là, oméga 0 carré, on en a déjà parlé, c'est K sur M, et c'est la pulsation propre. On va encore définir quelques trucs. Oméga 0, si vous vous rappelez, on en a parlé. En TP0, c'était 2π sur une période, par exemple. Et alors, c'était la pulsation, c'était une vitesse angulaire, donc un angle en radian sur une période en secondes, donc c'est radian par seconde. Ou alors une vitesse angulaire, ça a exactement le même sens que dθ sur dt en première année. Vous faisiez la vitesse de θ, c'était la vitesse angulaire oméga. Donc c'est juste la vitesse du mouvement de rotation. Donc on l'appelait oméga la pulsation. Maintenant, revenons à notre équation. Une fois qu'on a posé toutes les constantes, on sait ce que c'est. Maintenant, on a noté cette équation-là, l'équation du mouvement libre amorti. Et tout à l'heure, on avait écrit l'équation du mouvement libre non amorti, qui est exactement la même, en éliminant celui-là. Si l'amortissement est égal à 0, on retombait sur l'autre. On retombait sur x de point plus, celui-là c'est 0, il nous reste k sur m, x égale à 0, avec oméga 0 carré comme tout à l'heure. Donc ça, c'est l'équation du mouvement libre non amorti. On a vu tout à l'heure. Alors, c'est quoi la différence entre les deux mouvements pour nous? Ce qui nous importe, c'est que quand on va dessiner la solution de ce mouvement, la solution, c'est x en fonction du temps. C'est la variable, le degré de liberté qu'on cherche.
cette solution, elle est sous forme d'une fonction sinusoïdale, genre A cosinus ou sinus oméga t plus phi dans le cas général. Quel est le oméga qui est là? Dans ce cas-là, le oméga, c'est tout simplement oméga 0, puisqu'il y a une seule vitesse, une seule pulsation, c'est celle du libre. On avait dit oméga 0, c'est la vitesse du mouvement. Donc, dans mon équation, pour trouver la solution, on va l'écrire sous cette forme-là. Et si je dessine cette fonction, x de t, ça va être, on l'a vu déjà en TP0, on en a parlé, c'était une fonction sous cette forme, où A étant l'amplitude, le maximum que peut prendre la valeur de x, puisque le sinus, son maximum c'est 1 ou moins 1, donc ça peut être A ou moins 1. Et le sinus, il y a ici la pulsation propre oméga 0 qui est donnée par 2π sur la période. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la période entre deux pics, ou alors le temps qu'il faut pour faire un tour complet. Maintenant, on a revu tout le mouvement quand il est libre, non amorti. Quelle sera la différence entre ce mouvement-là et le mouvement libre amorti? Est-ce qu'on va dessiner la solution comme celle-ci? Celui-là, c'est un mouvement où il n'y a pas de frottement. Il va vibrer à l'infini. Il n'y a rien qui va l'empêcher de s'arrêter. Alors que dans ce cas-là, on a ce terme-là, qui est le terme d'amortissement, qui va faire que ce mouvement-là va s'arrêter à un moment donné. Il ne va pas vibrer à l'infini. Donc, comme on va dessiner cette solution, normalement, on va enlever tout ça. Et on va dessiner ici la solution. Donc, la solution, x de t, va être sous une forme qui ressemble à celle-là. Tout à l'heure, on verra les détails. Sauf que elle sera écrite sous cette forme-là. A exponentielle moins delta t, cosinus ou sinus, bon c'est pareil, oméga at plus phi. Elle ressemblera à celle-là, sauf qu'elle aura une autre forme. Tout à l'heure, on va détailler. Pour le moment, on donne juste un petit rappel. C'est-à-dire que c'est une fonction sinusoïdale, cos, sauf qu'elle n'a pas une amplitude constante, comme ici, le A étant une constante. Il va rester tout le temps constant. Ici, l'amplitude, elle dépend du temps, en exponentielle moins delta t. Donc, le cosinus sera emprisonné dans cette exponentielle, dans l'exponentielle moins delta t, A exponentielle moins delta t. Donc ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des vibrations, mais ils vont s'arrêter un jour, parce qu'il y a cet amortissement, cette exponentielle moins delta t qui va la ralentir, jusqu'à aller à 0. Ça, c'est en gros tout ce que vous avez vu en cours et en TD. Nous n'allons pas tout détailler, mais c'est juste pour voir la différence entre ces deux mouvements-là. Je vous ai dit en TP0, si vous vous rappelez, est-ce qu'on peut voir ce mouvement libre, non amorti, en travaux pratiques, en TP? On ne pourra jamais le voir parce que c'est le cas idéal. Le cas idéal où il n'y a aucune force de frottement, alors que dans la réalité, il y a toujours une force de frottement. Dans l'air, il y a des frottements. Dans un circuit électrique, la force d'amortissement, ça sera la résistance. Il y a toujours des résistances dans les appareils. On ne pourra jamais avoir une résistance égale à 0. Donc on ne pourra jamais voir ce cas-là en TP. Ce cas-là est réservé au cours et au TD où on fait des calculs. Donc nous, ça sera ce cas-là qu'on va voir en TP. C'est ce cas-là. S'il y a mouvement, on verra ce mouvement-là qui va s'arrêter un jour. Il ne peut pas rester à l'infini. Une fois qu'on sait que notre mouvement qu'on va voir en TP, c'est cette forme-là, maintenant on va parler de ce mouvement-là plus en détail. On sait que ce n'est pas le calibre non amorti, on sait comment s'écrit l'équation du mouvement. On va essayer de faire maintenant l'analogie avec l'électrique et on va aussi essayer de faire la solution détaillée de cette équation.
Ça, c'est en gros, pour juste comparer les deux mouvements. Maintenant, on va le faire en détail et on va faire tous les cas possibles de cette équation du mouvement. On est donc arrivé à l'équation du mouvement libre et amorti qui est sous cette forme. On avait noté oméga 0 carré, la pulsation propre du système. On a noté à quoi elle est égale. On avait noté le coefficient ou le facteur d'amortissement de delta. Et on voudrait maintenant faire la solution de cette équation du mouvement. Comme vous avez vu en TD en cours, on doit chercher l'équation caractéristique. Pour cela, on sait que la solution est sous la forme, cette solution est connue, x est égal à exponentielle RT. Puisqu'on a une équation différentielle, du second ordre, avec donc la dérivée deuxième, la dérivée première et pas dérivée. Donc on va dériver x point. Donc x point par rapport au temps, donc c'est la dérivée par rapport au temps, on est d'accord. Pour tous les points, c'est une dérivée par rapport au temps de x. Je dérive par rapport au temps, donc j'obtiens, on descend r à r exponentielle rt. Et je dérive une deuxième fois. x2 point de t, c'est la dérivée deuxième. Donc la dérivée de x point par rapport au temps, dérivée de celle-là. Donc AR, et je dérive exponentielle RT, donc ça fait encore un R, ce qui fait R carré exponentielle RT. Vous allez remarquer que X étant A expo R, je l'ai ici, A expo R, donc je peux écrire que X point c'est R fois X, tout simplement. Et je l'ai aussi ici, A expo RT, c'est toujours X. Donc je peux écrire R carré fois X. Et je remplace tout le monde dans mon équation du mouvement. Et je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, donc, à la place de X de point, j'ai R carré fois X. Je sors le X en facteur commun, c'est égal à 0. À la place de plus, donc là c'est 2 delta, je vais mettre directement 2 delta. À la place de X point, on va mettre Rx, donc ça fait 2 delta fois R fois X, plus oméga 0 carré fois X. Voici mon équation. Étant donné que X est la solution qu'on cherche, la solution c'est X de t, on ne peut pas mettre X égale à 0. Sinon, il n'y a pas de mouvement. X doit avoir une valeur non nulle. Il va me rester que c'est cette équation-là qui doit être égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique. R carré plus 2 delta R plus oméga 0 carré est égal à 0. Et c'est cette équation-là qu'on va résoudre. Cette équation étant une équation du second degré qu'on sait résoudre avec le discriminant delta. Vous connaissez tous qu'on écrit b carré moins 4ac. Comme le b qui est là, donc ça c'est A, 1, c'est A, B et C. Comme le B est pair, on peut utiliser delta prime étant B prime moins AC. Car B étant égal à 2B prime, c'est-à-dire quelque chose qui est pair. Il y en a qui ne connaissent pas ça, qui ne l'ont pas vu. Donc, je vous le rappelle, on va travailler avec le discriminant réduit, al-mumayyiz al-mukhtasar, et non pas avec delta. C'est pour juste diminuer les calculs. Au lieu du 4, on n'a pas de 4, et au lieu du B, on a la moitié de B, donc B'. Dans ce cas-là, quand on va faire notre delta, quelle sera la solution? Eh bien, on aura 3 cas selon le signe de delta. Ou bien delta prime étant positif, ou alors dans le cas delta prime égale à 0, ou alors dans le cas delta prime négatif. On va voir chacun des cas. Donc, revenons ici.
équation qui était r carré plus 2 delta plus oméga 0 est égal à 0. Ça, c'était mon équation caractéristique à laquelle on a fait delta. Donc, delta prime, ça va être quoi? On a dit c'est B' moins AC. Donc, B', c'est delta au carré, moins A, c'est 1, et C, c'est oméga 0 carré. Donc, voici mon delta prime. C'est celui-là qui va me donner les 3 cas selon le signe de delta prime. Donc, le premier cas étant le delta prime positif. On va commencer par delta prime positif. Si delta prime est positif, ça veut dire, il faut retenir, ça c'est mathématique, c'est les solutions mathématiques, mais nous on aura besoin tout à l'heure de faire l'analogie en physique. Et ce que j'aurai besoin en physique, c'est delta positif, ça veut dire delta supérieur à oméga 0. Rappelez-vous bien de ça. Delta représente quoi? Ça représente l'amortissement ou la force de frottement. Et oméga 0, il représente quoi? Il représente la pulsation propre du système ou alors la vitesse angulaire du mouvement. Donc, si l'amortissement ou les frottements, c'est supérieur à la vitesse du mouvement, logiquement en physique, il y a mouvement ou il n'y a pas mouvement? Logiquement, si l'amortissement ou le frottement est plus grand que la vitesse du mouvement, donc il ne peut pas y avoir de mouvement. Donc si le frottement ou l'amortissement est plus grand que la vitesse, dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement. Il ne peut pas y avoir de mouvement. Ça, c'est la partie physique qui nous intéresse. Mathématiquement, on va faire quand même la solution. Si delta est positif, quelles sont les racines? C'est 2 racines réelles. On va les appeler R1 et 2, ou bien 2, R1 et 2. Et c'est moins B, plus ou moins, racine delta, comme on a utilisé delta prime, B prime, sur 2A devient seulement A, puisqu'on a utilisé un discriminant réduit delta prime. Pour ces 2 racines-là, R1 et 2, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la solution X, et non pas R. Donc, on va trouver que X est la somme des 2 formes de solution, A exponentielle RT plus B exponentielle RT, puisqu'on a 2 solutions, donc ça sera R1 et R2 pour les 2 solutions. La somme des 2 exponentielles, seulement si je fais le calcul, le A étant égal à 1, B' étant égal à delta, ça va faire moins delta, plus ou moins racine de delta carré moins oméga 0 carré. Vous allez remarquer que cette quantité-là étant positive, moins delta plus ou moins cette quantité-là, étant donné que delta est plus grand que cette quantité-là, donc c'est toujours négatif. Donc les racines R1 et R2 sont toujours négatifs. En VOM, on utilise des valeurs, on aura toujours des racines négatives. Donc cette exponentielle R1 et R2 sont en réalité des exponentielles de moins une valeur T. Ce n'est pas la loi, hein, c'est juste la valeur qui est négative. Donc si la valeur est négative, on va dessiner l'exponentielle A expo B plus B expo R de 2t comme étant une exponentielle qui va vers 0. Donc x en fonction du temps, x en fonction du temps sera une exponentielle qui descend vers 0. Et vous allez remarquer que ce mouvement-là, x en fonction du temps, ne ressemble absolument pas aux vibrations qu'on devrait trouver. On avait dit que ce mouvement-là devait donner des vibrations comme ça. Et puisqu'on n'a pas les vibrations, ce mouvement-là, il n'y a pas de mouvement de vibration. De mouvement de vibration. Voilà le premier cas de solution de l'équation du mouvement. Si le delta, le discriminant, est positif, ça veut dire que l'amortissement est plus grand que la vitesse oméga 0, donc il n'y a pas de mouvement. Même si on fait le calcul et que j'ai la solution et que je la dessine,
Je trouve bien qu'il n'y a pas de mouvement. On appelle ce régime-là, on appelle le régime apériodique. Il ne comporte pas de période, il n'y a pas de mouvement de vibration. C'est un régime apériodique, donc là où il n'y a pas de mouvement. Ça, c'est le premier régime. Si vous vous rappelez, à la première partie, on avait dit qu'on allait voir les 3 régimes qui correspondent aux 3 valeurs de delta prime, que ce soit positif, négatif ou nul. Donc, premier régime, ça sera le régime apériodique. Ce régime-là, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de mouvement, on ne peut rien calculer avec. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les 2 régimes qui vont venir après. Donc, pour delta prime égal à 0 et négatif. Celui-là ne nous intéresse pas en vibration. On ne peut rien obtenir de ce régime-là. On va passer donc au deuxième cas, le delta prime égale à 0. Donc, je vais avoir quoi? Delta prime égale à 0. Ça veut dire dans ce cas-là, delta égale à oméga 0, petit delta égale à oméga 0. Et ça veut dire quoi? Si l'amortissement est égal à la vitesse du mouvement, est-ce qu'il peut y avoir le mouvement? Il veut faire le mouvement, mais il n'y arrive pas. Il y a l'amortissement qui le freine. Il est exactement égal à la vitesse qu'il doit avoir pour démarrer. Donc, c'est le cas de l'équilibre. C'est le cas où il ne peut pas bouger. Il est juste là à l'équilibre. Il ne peut pas encore faire de vibration. Donc, toujours, on est dans le cas où il n'y a toujours pas de mouvement. Quelles sont les racines? Si delta prime est égal à 0, on connaît qu'on a une racine réelle, sauf qu'elle est comptée double. C'est une racine double. Et puisque delta prime est égal à 0, donc on aura cette valeur-là, moins b sur a, pour la valeur double de r. R égale moins b prime sur a. Et elle sera égale à ça, moins delta prime, le delta étant partie, moins petit delta. Toujours elle est négative, toujours cette valeur-là, la racine est négative, et la solution x, elle va s'écrire sous la forme, on va enlever ça, et la solution, vous l'aurez vu en cours et en TD, quand on a une racine double, elle va s'écrire sous la forme d'une équation d'une droite, AT plus B par exemple, exponentielle RT, la racine qu'on a trouvée. Et si je veux dessiner cette solution-là, X en fonction du temps, on aura une seule valeur. Elle veut démarrer le mouvement, elle n'y arrive pas et elle redescend à, hop, 0. Elle ressemble à l'exponentielle de tout à l'heure. Ici, l'exponentielle est en négatif, sauf qu'on a fois l'équation d'une droite. Donc, on obtient ici une petite valeur, la valeur de l'équilibre, qui est une valeur de l'équilibre, mais il n'y a pas de mouvement. On revient directement, hop, à 0. Ça, on appelle ça. Bon, bien sûr, on aura compris qu'il n'y a pas de mouvement de vibration non plus dans ce cas-là. Et on appelle ça le régime critique. Alors, que veut dire le régime critique? C'est tout simplement le régime qui est entre le premier cas qu'on avait vu, là on est sur le deuxième, attention, c'est le régime qui fait la limite ou la frontière entre le premier cas qu'on avait vu tout à l'heure, où il n'y avait pas du tout de mouvement, où il n'y avait rien à mesurer, rien à calculer, et entre le prochain cas, qui sera le 3, qui sera delta prime négatif, le troisième cas, où là, on aura un mouvement. On va trouver le mouvement de vibration. Le premier cas, il n'y avait pas de mouvement. Troisième cas, il y aura un mouvement. Et entre les deux, il y a ce régime critique qui fait exactement la limite entre les deux. Si on est avant le cas critique, pas de mouvement. Si on est juste après, il y aura le mouvement. Donc, c'est exactement le régime limite entre les deux régimes où il y a un mouvement et où il n'y avait pas de mouvement tout à l'heure. Ce régime-là, vous allez me dire, il n'y a pas de mouvement de vibration, donc comme tout à l'heure, il ne nous intéressait pas. Non, ce cas-là nous intéresse parce qu'il y a quand même un point exploitable qu'on peut utiliser
Parce qu'il y a une relation ici, delta égale à oméga 0, qui est très importante. L'amortissement étant égal à oméga 0, la vitesse, ça va nous donner des lois tout à l'heure et on va pouvoir calculer avec. Vous en aurez besoin pour la suite. Donc, il faut bien retenir que dans le cas du régime critique, c'est celle-là la loi qu'il faut retenir. Delta égale à oméga 0, toujours en régime critique. Donc, j'efface tout ce qu'il y a à côté et on garde en tête que pour le régime critique, il y a cette relation-là à retenir. C'est ça le plus important. Vous en aurez besoin. Je ne pourrai pas vous aider tout à l'heure pour répondre aux questions. Donc, vous en aurez besoin pour trouver les réponses. On passe donc à au troisième cas de figure, donc le delta prime négatif. Dans ce cas-là, on aura quoi? On peut prendre une pause pour cette tableau. Donc, pour le troisième cas, delta prime négatif, ça veut dire que le petit delta est plus petit que oméga 0. Petit delta étant l'amortissement est plus petit que la vitesse angulaire du mouvement. Donc, il y a le mouvement de vibration. Et si l'amortissement est plus petit que la vitesse, donc il peut faire son mouvement de vibration. C'est le cas qui nous intéresse. C'est le cas où il va y avoir le mouvement et où on va faire des calculs nouveaux qu'on ne connaissait pas avant. Donc, mathématiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de delta négatif, il n'y a pas de solution dans les réels, mais il accepte de racines complexes. Qu'on va écrire R1 ou 2, comme tout à l'heure, moins B' plus ou moins racine delta prime sur A, mais qui vont être, quand on va faire le calcul, sous la forme alpha plus ou moins I bêta, tel que I, c'est l'imaginaire. Donc, ils auront la forme d'un complexe, une partie réelle et une partie imaginaire. Je vous épargne tous les calculs que normalement vous avez vus en TD pour écrire la solution X, qui est normalement la somme de l'exponentielle R1 comme tout à l'heure, plus B exponentielle R2, sauf que comme R1 et R2 sont sous forme complexe, on va faire des calculs. Donc après les calculs et les transformations entre les exponentielles I bêta qui vont donner des cos et des sinus, la dernière forme de X de t sera sous la forme, par exemple, une constante A exponentielle moins delta t cosinus oméga t plus phi. Et on va bien remarquer que la fonction sinusoïdale, par exemple cos, existe, c'est-à-dire qu'il y a, quand on veut dessiner x en fonction de t, il y a le mouvement de vibration, sauf que l'amplitude du mouvement, qui est normalement en haut une constante plus a ou moins a, n'est pas constante. Là, l'amplitude de ce mouvement étant tout ça, toute cette constante-là, donc l'amplitude de ce mouvement, vous allez remarquer qu'elle dépend du temps. Elle dépend du temps sous une fonction exponentielle moins delta t. Cette fonction, si je la dessine, elle va faire ça. Exponentielle, cette fonction, c'est l'expo moins delta t. Avec la constante a, donc a expo moins delta t est une fonction comme ça, c'est l'amplitude de ce cosinus, et donc il sera emprisonné dans cette exponentielle. La même chose de l'autre côté. Donc, on aura un mouvement de vibration cos ou sinus, ici on a pris un cos, qui est emprisonné dans une amplitude sous la forme A exponentielle moins delta t. Donc, il va aller vers 0. C'est le mouvement qu'on avait vu tout à l'heure. On a dit qu'il va s'arrêter à cause de l'amortissement, qui est ici sous forme de la force de frottement. Donc, c'est ce cas-là qui est nouveau pour nous, qui nous intéresse. On va faire des calculs à partir de ce schéma-là tout à l'heure. On va voir ce qu'on pourrait tirer de ce dessin. La question que vous pouvez poser, ou que moi je pourrais vous poser, c'est ce oméga-là, c'est lequel? Est-ce que c'est oméga 0 qu'on a vu tout à l'heure,
La réponse est non. Ce oméga 0, si vous vous rappelez, c'était la pulsation propre du système et on avait dit qu'elle correspondait au mouvement quand il est libre et quand son amplitude est une constante, plus A moins A constante. Ce oméga 0 correspond à la période T, qui va donner 2π sur T égale oméga 0, quand le mouvement est complètement libre, quand il n'y a pas la partie ici d'amortissement, quand l'équation est sous cette forme. Donc on l'a vu tout à l'heure. Donc, quel est le oméga qui est là? Ce n'est pas l'oméga 0, on va l'appeler oméga A. Donc c'est oméga pour dire oméga amorti. Ce oméga amorti, on peut aussi écrire 2π sur T, sauf que ça ne sera pas la période T du libre, mais ça sera la période T qu'on va écrire TA, T amorti. Et ce TA là, on pourra bien sûr le tirer de ce graphe. Donc ici, on peut avoir une période, donc entre deux maximums par exemple, entre cette valeur et celle-là, T, mais on ne va pas l'appeler T comme ici, on va l'appeler T amorti, qui va me donner le oméga amorti. Donc tout graphe qui ressemble à celui-là, et ce cas-là, on a dit, il s'appelle le régime pseudo-périodique. Ça, c'est le troisième régime. Donc, c'est le régime pseudo-périodique. Il ressemble à un régime périodique, comme ça, avec une amplitude constante, mais comme il va s'arrêter, on dit il est pseudo-périodique. Et on appelle TA la pseudo-période. Elle ressemble à la période du libre, sauf qu'elle est amortie. Donc, chaque fois qu'on aura ce schéma-là, on peut tirer la période entre deux maximums, sauf qu'on va l'appeler la période amortie, qui va donner oméga amorti. En plus de ceci, on a une relation entre oméga 1 et oméga 0, que vous aurez vu en cours et en TD, et qu'on va rajouter ici, parce qu'il faut la connaître, vous en aurez besoin tout à l'heure, on ne pourra pas vous la donner, c'est que ce oméga amorti égale oméga 0 carré, celui-là du libre, moins le delta carré, moins l'amortissement. Celle-là, il faut la retenir. Donc, s'il n'y a pas d'amortissement, si delta égale 0, eh ben, je retrouve un mouvement libre. S'il y a l'amortissement, le oméga 0 qui est la vitesse du libre, on lui diminue cet amortissement, donc oméga A sera plus petite que oméga 0. Donc la vitesse de vibration de ce mouvement est plus faible que la vitesse du mouvement libre. Donc ça c'était le troisième cas. Maintenant, tout ça c'est des calculs théoriques. On va essayer de voir à quoi correspond ce système mécanique en électricité. Donc pour un système électrique, donc on va utiliser un schéma électrique pour représenter ce mouvement-là et on va pas refaire les calculs, ça donne exactement les mêmes cas. On va juste les voir en électricité. Donc on va enlever cette équation en mécanique puisqu'on a fait les calculs et qu'on a terminé. On prend une pause. On va donc étudier le système équivalent à ce système mécanique. Donc, on a besoin d'un système électrique qui comporte une résistance, une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C. Étant donné que le système ne peut fonctionner que si le condensateur est chargé, on va mettre un générateur GBF pour charger le condensateur. Ce système électrique va donner exactement les mêmes relations qu'on avait trouvées et la même équation du mouvement. On peut écrire rapidement l'équation du mouvement électrique pour voir ce qui correspond aux constantes de delta et oméga 0 en électricité. On a, pour le GBF, on a E, 0, puisqu'on lui donne une tension E0 au départ. On a V, la tension du condensateur, qu'on va appeler VC, la tension de la bobine et la tension aux bornes de la résistance. Si on remarque les équations dans cette maille, on peut écrire E0 est égal, bon, il y a un moins et un plus ici, les bornes du générateur,
on peut dire que E0 est égal à V du condensateur plus V de la bobine plus V au banc de la résistance. Et si on écrit ça dans l'ordre, on va dire E0 est égal V du condensateur plus V de la bobine. V de la bobine étant égal à quoi? V de la bobine plus V de la résistance. Alors, V de la bobine, vous l'avez vu déjà, il est égal à DI sur DT. L, DI sur DT, plus V de la résistance, qui est égal à RI, plus V au banc du condensateur, qui est égal à la charge sur C. Tout ça étant égal à E0. Étant donné qu'on a deux variables Q et I qui ont une relation entre elles, si vous vous rappelez, le courant I est égal à la charge à dQ sur dt. Si je dérive encore une fois le courant dI, j'obtiens la deuxième dérivée par rapport à Q. Si j'appelle la dérivée par rapport à Q, Q point comme tout à l'heure, toutes les dérivées par rapport au temps sont notées avec un point, je peux noter que dI sur dt est égal à Q de point. Donc, j'ai le courant que je vais remplacer par Q point et la dérivée du courant que je vais remplacer par Q de point. Et j'obtiens L, dI sur dt, ça sera Q de point, plus R, le courant I, ça sera Q point, plus 1 sur C fois Q est égal à E0. Donc, cette relation commence à ressembler à mon équation du mouvement en mécanique. Comme tout à l'heure, on avait divisé par M, ici, on va diviser par l'inductance de la bobine L pour trouver Q de point plus R sur L Q point plus 1 sur LC Q est égal à E0 sur L. On va remarquer qu'à partir d'ici, on peut écrire que ces constantes-là correspondent aux constantes de delta et aux constantes oméga 0 carré. Et on peut donc rajouter quelques relations. On va écrire que oméga 0 carré est égal à, en électricité, on va la retenir, ce oméga 0 qui était 2t sur 2pi sur t, on va écrire oméga 0 carré est égal à 1 sur LC, on va la prendre par cœur. Et le 2 delta va donner delta est égal à R sur L, mais comme il y a 2, donc divisé par 2. Donc, l'amortissement est égal à R sur 2L, et oméga 0 carré, c'est toujours 1 sur LC. La valeur de L, on vous la donne ou on va la chercher. La valeur de C dans ce TP, on nous l'a donné. Tout à l'heure, on va donner les valeurs. C'est juste pour faire l'équivalent électrique entre le système mécanique et le système électrique. Bon, on pourra aussi remarquer que la variable Q correspond à X, à la variable X, que bien sûr R, l'amortissement ou la résistance correspond à l'amortissement. Si vous vous rappelez, le 2 delta, c'était alpha sur M. Donc R, c'est alpha. L en bas, c'est la masse. Donc L, c'est la masse. Et 1 sur C, ça va être, ici oméga 0 carré, si vous vous rappelez, c'était K sur L. Donc K, ça va être 1 sur C. Voici les équivalences entre le système mécanique et le système électrique. En plus, E0, la tension, c'est plus tard, on verra ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, étant donné qu'on avait égal à 0, ici on a une constante égale à E0, on va voir comment on va se débarrasser de cette constante-là. Au niveau du GBF, on donne une tension E0 constante. Et on vous dit dans ce TP1, dans un système libre, on donne aussi un signal carré. Le signal carré veut dire quoi? Le signal carré veut dire que une fois la valeur est égale à E0,
Et une fois, la valeur est égale à moins E0. Donc, c'est une constante dans le temps. Une fois, c'est E0 et une fois, c'est moins E0. Pourquoi on utilise ça? C'est pour avoir, pour le calcul ici, on trouve une constante. Si on fait un petit changement de variable en utilisant, on va utiliser, alors on va effacer ici, on n'en a plus besoin. Ça y est, on a trouvé le système. Donc, le changement de variable, on va écrire Q, grand Q égale Q plus ou moins E0C à la place de la charge. Si je dérive Q point égale, ça sera juste la dérivée de la petite charge, puisque ça, c'est une constante. Vous vous rappelez, E0, c'est la constante du générateur qu'on avait, le signal carré qu'on avait pris pour que ça soit E0 étant égal à une constante. Donc, étant égal à une constante, on veut supprimer cette variable, ce nombre-là. On va le mettre dans le changement de variable. On va le mettre de ce côté avec la charge Q. Ça va devenir ici E0 sur L. L, il s'en va, il reste E0C. Si je dérive celui-là, ça devient 0. Si je dérive une deuxième fois, il me reste Q2 points. Ça donne toujours 0. Donc, je peux écrire mon équation. On obtient cette équation exactement de la même forme, sauf qu'elle est égale à 0. Donc, qui revient à notre équation de tout à l'heure, qu'on va résoudre avec le discriminant delta prime, et où on va retrouver les trois cas, lorsqu'il est positif, lorsqu'il est négatif, et lorsqu'il est égal à 0. Et pour chaque cas, donc pour le positif, on retrouve le régime apériodique. Si vous vous rappelez, on a fait les calculs. Pour le delta prime égal à 0, le régime critique, où on avait juste un seul point. Et pour le delta négatif, c'était là où il y avait le mouvement et où on avait un mouvement pseudo-périodique. Une fois qu'on a vu l'équivalence entre un système électrique et mécanique, on voit que les relations, c'est exactement les mêmes. On peut démarrer la partie pratique du TP. Pratique, c'est-à-dire ce qu'on aurait dû faire en TP. On aurait dû, si vous vous rappelez, on avait dit, la première partie, c'était de visualiser les trois régimes, de voir ces trois régimes-là. Donc, pour les voir, ces trois régimes-là, normalement en TP, on aurait fait un petit système électrique. On aurait branché l'oscilloscope ici aux bornes du condensateur. On aurait vu l'un de ces trois régimes. Alors, comment voir les régimes? Puisqu'on a une résistance, on va utiliser une résistance variable, comme on a fait en TP0, RV, voilà, résistance variable. On va mettre que la résistance variable est égale à 0. C'est pour diminuer au maximum les résistances, puisque les résistances sont l'amortissement qui nous gêne dans notre mouvement. Là où il y a l'amortissement, il y a la résistance. Donc, plus la résistance est grande, plus il y a de l'amortissement et plus on sera dans un des cas où il n'y a pas de mouvement. Donc, on voudrait voir le mouvement, on essaie de diminuer au maximum les résistances. On va commencer par la résistance égale 0. Qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, sur la voie 2, si on met ici la voie 2, par exemple de l'oscillo, on va voir, la voie 2, donc CH2, on va voir un régime pseudo-périodique, on va voir le mouvement. Donc, on a dit qu'on devait visualiser les trois régimes. Pour cela, dans le circuit, on a pris R égale à 0. Dans le circuit R égale à 0, nous donne le régime pseudo-périodique sur la voie 2. Donc, on va voir ça. Si on augmente la résistance variable, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de mouvement, donc il y aura moins d'oscillations. On verra moins d'oscillations sur le mouvement. On augmente encore la résistance, on aura encore moins d'oscillations, jusqu'à obtenir une seule oscillation, qui va encore diminuer à chaque fois qu'on augmente la résistance. On va remarquer à un moment donné qu'il reste à peine un petit point. On augmente encore la résistance, on va voir qu'il n'y a plus aucune vibration. On a un dessin comme ça, qui fait carrément, il n'y a plus ce petit pic qui dit qu'il y a encore une petite vibration. Ici, il n'y a pas de vibration du tout et on appelle ça le régime critique. À ce moment-là, cette résistance qu'on était en train d'augmenter à chaque fois dans la résistance variable,
Quand on arrive à ce dessin-là, on dit, on est en régime critique, on note la résistance R qu'on avait réglée. Donc, cette résistance-là s'appellera la résistance critique. En TP aujourd'hui, on nous la donne, puisqu'on n'a pas fait l'expérience, je vous explique seulement, on nous l'a donné dans le TP modifié, on nous donne 900 ohms. Et c'est avec cette valeur-là qu'on va travailler tout à l'heure pour répondre aux questions. Premier, donc, régime pseudo-périodique, on le voit quand on a R égale 0. Deuxième régime, c'est le régime critique. On le voit au moment de la résistance R égale 900. Et pour voir le troisième régime, le apériodique, si vous vous rappelez, il suffit d'augmenter encore la résistance supérieure à cette résistance critique. Si elle est plus grande que celle-là, donc non seulement on n'est plus dans le régime critique, mais on est dans le régime apériodique. On verra ça sur l'oscilloscope et on dit on est sur le régime apériodique où il n'y a pas de mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme on avait dit tout à l'heure, que le régime critique est le régime frontière ou le régime limite ou le point limite entre le régime apériodique où il n'y a pas de mouvement et le régime pseudo-périodique où il y a un mouvement. Je vous répète ceci parce que dans le régime apériodique, comme tout à l'heure j'avais dit, on ne peut faire aucun calcul, donc j'en aurai pas besoin pour la suite. Dans le régime pseudo-périodique, on devra faire des calculs, donc on verra des relations. Et dans le régime critique, on a une valeur de RC égale 900 et avec cette valeur-là, on peut faire des calculs. Il faut seulement se rappeler que pour le régime critique, si vous vous rappelez, on avait utilisé delta prime égale 0. C'était le cas discriminant égale 0. Et où on avait delta carré moins oméga 0 carré égale à 0. Donc delta égale à oméga 0. C'est cette relation-là qu'on va utiliser avec cette valeur R pour trouver éventuellement quelque chose qu'on va nous demander. Donc tout à l'heure, vous allez chercher avec ces relations-là. Donc, une fois qu'on a fini ça, on va passer donc à la partie 2 où il nous demande de calculer la valeur de l'inductance L. Donc, en régime critique, vous allez devoir calculer la valeur de l'inductance de la bobine L. On a R critique égale à 900. Ils nous l'ont donné dans le texte du TP modifié. Ils nous ont donné un petit schéma pour le circuit électrique où on vous donne aussi la valeur de la capacité C égale à 47 nanofarads, où ils nous donnent le générateur GBF avec les réglages signal carré et E0 égale à 0,33 volts. C'est ce qui est donné sur le TP. Le générateur, bien sûr, il a sa résistance inter-RG et il nous donne un petit dispositif qu'on appelle le pont diviseur. Une résistance de 100 ohms, une résistance de 10 ohms qui sont en série et notre circuit va démarrer ici au milieu des deux résistances qu'on appelle le pont diviseur. Ces deux résistances-là sont appelées le pont diviseur. Ces deux résistances-là sont appelées le pont diviseur. Notre circuit commence ici et E0, il est là, juste là. Ça veut dire pour régler E0, on met la voie 1, juste la voie 1 ou CH1, on pose ici, au niveau de ce point-là, à l'entrée de la résistance, ou au milieu des deux résistances 100 et 10. La masse du GBF étant là, la masse de l'oscillo sera branchée ici, le E0 étant donné, il vous donne dans le TP qu'est-ce qu'on voit sur la voie 1, donc on voit le signal d'entrée, donc il vous dit on voit un signal d'entrée, je vais vérifier, il nous dessine quelque chose comme ça, il vous donne un graphe pour la voie 1, il vous dit on a un graphe comme ça, avec un signal carré, et il vous donne des graduations. Il vous donne aussi les calibres. Il vous dit avec le calibre du temps, il vous dit le calibre de la base. Donc on vous donne le calibre temps
0,5 millisecondes par division et le calibre de la tension 0,2 volts par division. On vous donne un graphe comme ça où il est noté, c'est la voie 1. L'oscilloscope en voie 1, il vous donne ce signal-là avec des graduations. Il vous donne ici des carreaux avec des divisions et le calibre pour ces divisions-là. Donc, vous devez pouvoir trouver les valeurs qu'on vous demande. Sur la voie 2, on vous dit que c'est ce signal-là qu'on trouve. C'est-à-dire, sur ce signal carré, on reconnaît le signal pseudo-périodique. Donc, il y a mouvement. Le signal pseudo-périodique qu'on va utiliser dans nos formules un peu plus tard, on nous dit, on prend ce signal-là qui était avec ces calibres-là et on l'agrandit avec la base des temps et avec les deux calibres. On change pour l'agrandir et on retrouve on essaye d'avoir un seul sur notre écran, c'est-à-dire avec d'autres calibres, on verra un seul schéma et on va avec les boutons position le centrer sur l'axe du milieu. Comme ça, on peut mesurer à partir de 0. On va dire l'axe du milieu ici, c'est 0. Et on pourra faire nos mesures vers le haut, en graduation, etc. Ça, c'est ce qu'on vous donne dans le TP modifié. On va voir maintenant ce qui va me poser comme question. On nous a donné le circuit. On nous a donné le signal d'entrée du GBF sur la voie 1, le signal de sortie sur le condensateur en voie 2. On a agrandi la voie 2 et on va travailler maintenant sur ce graphe de la voie 2. Première question, en régime critique de tout à l'heure, il m'avait demandé de calculer le L. On avait noté R critique qui m'a donné un TP. Mais non, ici, on n'a rien à faire. C'est à vous de faire les calculs. Étant donné que vous savez qu'en régime critique, on avait une donnée, vous vous rappelez ce que c'était? C'était delta égale oméga 0. Il fallait vous en souvenir. Vous avez quelques formules, elles sont toujours là. On a dit on doit les retenir. Regardez ce que vous devez faire à partir d'ici pour trouver la valeur de L. Normalement, c'est très clair, tout est sur votre tableau. La valeur de L que vous allez trouver, vous allez la noter ici. On va dire que, puisque c'est la méthode 1, on va dire L1 égale une valeur en Henry. Henry, c'est l'unité de l'inductance de la bobine. Ça, c'était la première question. En deuxième question, on va refaire le calcul de L avec la deuxième méthode, mais ça sera en régime pseudo-périodique avec ce dessin-là. C'est-à-dire, pour revenir à ce régime pseudo-périodique, qu'est-ce qu'on doit faire? On était sur la résistance critique de 900. On doit revenir, pour le régime pseudo-périodique, on doit tout simplement revenir à quelle résistance? À la résistance R égale 0. On doit remettre RV égale 0 pour pouvoir voir ce schéma-là, pseudo-périodique, et pouvoir travailler dessus. Donc, il ne faut pas confondre. Première méthode pour le calcul de L, on va l'appeler L1 pour dire que c'est la première méthode. C'est en régime critique, donc à une résistance R égale 900, et on utilise les formules. Pour le régime pseudo-périodique, on a dit que la résistance devait être égale à R égale 0 pour avoir le signal qu'on avait vu avec des calibres qu'on vous a donnés. Il a été centré, il est agrandi, donc c'est avec ce schéma-là qu'on va travailler pour trouver L2. Et on appelle la deuxième méthode. Étant donné le régime critique étant la première méthode, le régime pseudo-périodique donne la deuxième méthode. Les deux valeurs qu'on aura trouvées de L1 et de L2 en Henry, on va les comparer. Et comparer L1 et L2, on vous le demande tout à l'heure dans le texte du TP. Donc, le régime critique, ça a été fait. On va voir en régime pseudo-périodique, on va agrandir ce dessin et voir ce qu'on peut exploiter de ce régime pseudo-périodique. En régime pseudo-périodique, donc on a trouvé ce schéma-là. C'est celui-là qu'on nous donne avec des calibres. Il vous donne le calibre pour le temps, il vous donne le calibre pour la tension. Donc vous devez pouvoir faire des mesures précises. Vous connaissez la division, elle correspond à quoi avec le calibre, et vous pouvez faire des mesures très précises, que ce soit du côté de la tension ou du côté du temps.
Donc aussi, il y a des divisions, un carreau divisé en 5 et vous avez le calibre qui correspond. Pour chaque schéma de cette forme-là, chaque fois que vous avez un pseudo-périodique, toujours vous pouvez mesurer deux choses à partir de ce schéma. Vous pouvez mesurer la période T, c'est-à-dire entre deux pics, on peut toujours mesurer la période et on l'a appelée, si vous vous rappelez bien, la période amortie. Ce n'est pas la période qui correspond à oméga 0, c'est la période qui correspond à oméga A amorti qui est égal à 2pi sur TA. Donc on peut mesurer la période, comme d'habitude, le nombre de divisions qu'il y a entre ces deux points-là, et fois le calibre du temps. Ensuite, la deuxième mesure, c'est ce qu'on appelle D, le décrément logarithmique. Et ça, on va expliquer puisque c'est quelque chose d'assez nouveau. Logarithmique. Donc, le décrément logarithmique, on va voir, ça correspond à la vitesse de diminution de ce graphe. C'est une formule mathématique qui exprime la diminution de cette courbe, la diminution de cette courbe. Avec ces deux mesures-là, on peut faire 4 calculs. Le premier, d'ailleurs on vous les demande, c'est de calculer l'amortissement. L'amortissement qui a une relation qui est sur votre polycope de TP que vous devez écrire. Le deuxième calcul, c'est le facteur de qualité. Vous avez aussi la formule sur le polycope. Le facteur de qualité, il y a une petite remarque à faire. Si vous trouvez un chiffre, par exemple, bon, une fois que vous avez calculé, on va dire à peu près 15,2. Vous allez trouver, par exemple, 15,2. Pour le facteur de qualité, on n'accepte pas les chiffres avec la virgule. Il faut que ça soit un chiffre entier. On va dire à peu près, pour virgule 2, on va dire 15. On arrondit à 15. Si c'était au-dessus de 6, par exemple 15,6 au-dessus de 5, on aurait dit ça correspond à 16. Donc pour le facteur de qualité, il faut prendre un nombre entier. On verra pourquoi en TP2. On reparlera du facteur de qualité en TP2. Ensuite, le troisième calcul qu'on peut vous demander, qu'on vous demande ici, c'est la valeur de l'inductance L, qu'on a appelée L2 pour dire méthode 2, pour dire dans la méthode du régime pseudo-périodique. Alors, pour calculer L2, on ne vous donne pas les formules. Par contre, on a les formules de tout à l'heure. Plus, on a encore une relation qui est entre oméga A et oméga 0. On va la voir tout à l'heure et puis vous essaierez de faire vos déductions pour trouver L. Et à la fin, dernière question, on vous demande de trouver R du circuit, toutes les résistances du circuit. Normalement, c'est assez facile pour les résistances du circuit. Vous la trouvez ici. On a déjà écrit la relation qui fait intervenir les résistances. Donc, vous pouvez trouver la relation ici. On va voir maintenant la mesure de T, elle est simple. On va voir comment mesurer le décrément logarithmique. Le décrément logarithmique, on va écrire la formule qui est un peu nouvelle. On va écrire rapidement la formule et on va voir comment mesurer. C'est très simple. Le décrément logarithmique, la formule, elle dit 1 sur n, logarithme nipérien. Donc faites attention sur vos calculatrices, c'est ln, de deux valeurs. On va dire x0 sur xn, par exemple. Et on va expliquer ce que veulent dire ces deux quantités-là. Quand on dit 1 sur n, c'est pour dire un nombre d'oscillations qu'on va choisir selon notre graphe. Si, comme j'ai ici sur mon graphe, j'ai plusieurs pics visibles, les derniers qui sont là, où il y a un peu d'erreur, ils sont trop petits, je vais essayer de ne pas les utiliser. Donc, je vais choisir un n. Je vais choisir un n selon le nombre de pics qui sont bien visibles pour pouvoir calculer. Par exemple, ici, moi, je vais dire
que le premier pic x0, alors déjà, x c'est dans la formule, mais nous, on mesure des tensions en volts. Donc déjà, je peux écrire que mon x0 et mon xn vont s'exprimer en tension, V0 sur Vn. Et l'amplitude V0, je vais choisir le premier pic. Je vais dire que le premier pic se nomme V0. Le premier pic visible qu'on arrive à voir. Hein. Il ne faudrait pas qu'il soit à moitié. Il faudrait qu'on puisse voir l'extrémité du pic. S'il n'est pas bien visible, je prends le deuxième. Je dis c'est celui-là le V0. C'est au choix. Vous choisissez le V0, celui que vous voyez très bien. Vous arrivez à le mesurer de 0 à V0. Il y a combien de graduations? Une fois que vous avez choisi votre V0, le Vn va correspondre au nombre de n qu'on a choisi. Si ici, moi, je prends V0, je vais voir le deuxième est bien visible. Donc, 1, de 0 à 1, 2 et 3. Je vais dire jusqu'à 3, je vois très très bien. Je vais prendre n égale à 3. Et ma formule, ça va devenir d égale 1 sur 3, logarithme nipérien de V0 sur V3. Alors, V0, on a dit, c'est l'amplitude qui est là. Donc, je mesure de 0 à en haut, de là à là. Le nombre de carreaux ou de divisions que je vois fois le calibre qui vous a donné sur le graphe. Le V3, il est haut. Donc, le V3, c'est tout simplement, ça c'est V1, V0, V1, V2, V3. Donc, V3 correspond à cette valeur-là, de 0 à cette valeur-là. Donc, vous allez simplement extrapoler, projection plutôt, faire une petite projection et voir ça correspond à quoi ici. Et vous allez dire de là à là, c'est V3, c'est pareil, c'est comme celui-là. Et vous voyez combien ça fait. Toujours, normalement V0 et V3, c'est fois le calibre, puisque V, c'est le nombre de divisions, si vous vous rappelez, fois le calibre du volt. Ici, comme on a pris à partir de 0, on n'a pas pris de haut en bas, on ne divise pas par 2. Et pourquoi on n'a pas pris de haut en bas comme on avait vu en TP0? On avait vu en TP0 que pour la mesure de l'amplitude, il suffisait de prendre, pour l'amplitude de haut en bas, on prenait le nombre de divisions de haut en bas et on divisait par 2 pour avoir la moitié, de 0 à là. Parce que c'était symétrique, en haut et en bas. Sauf que cette courbe-là, vous allez bien remarquer que ce pic-là, ce sommet, n'a pas son symétrique en bas. Il est à côté. Celui-là n'a pas son symétrique en haut, etc. Cette courbe n'étant pas symétrique, on était obligé de la mettre, de la centrer. D'ailleurs, il vous dit, ce graphe est grand et il est bien centré par rapport à l'axe du milieu de l'écran, donc le 0. Donc, je peux mesurer directement de là, de 0 vers le pic et de 0 vers le deuxième pic. Donc, normalement, le nombre de divisions fois le calibre, ça suffit. Maintenant, on peut toujours remarquer que s'il ne me demande pas de calculer V0 en volts et V3 en volts, je peux ne pas les calculer. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le calibre c'est le même, c'est sur le même dessin que je regarde. Donc je pourrais voir que V0 et V3, comme il y a la division, le calibre il va partir, puisque c'est le même. Donc je peux ne pas les calculer. Je peux mettre directement le nombre de divisions sur le nombre de divisions. Le calibre, il va partir. Maintenant que vous avez votre formule, bon, parfois dans les manuels, comme dans le Polycope, vous allez trouver, ici, c'est écrit V0 à T0. À T0. Et vous allez trouver Vn, c'est écrit, entre parenthèses, à T0 plus NTA. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va chercher les temps. On n'a pas besoin des temps. Ça veut juste dire que le V0 est pris à un instant, quelque part ici, à un instant T0. Il est pris quelque part à un instant T0. Et que V1 est pris à l'instant T0 plus 3 fois TA, puisqu'on a pris n égale à 3. Donc, on aura T0 plus 3 fois TA. Donc, à partir d'ici, je rajoute une fois TA, 2 fois TA,
3 fois TA. Donc, c'est juste une indication. À T0 plus 3 fois TA, on trouve la deuxième valeur V3. On avait donc calculé le décrément logarithmique à partir de cette formule. On avait pris un exemple avec n égale à 3. On mesure donc V0 et V3 avec le calibre qui vous est donné et vous mettez dans la formule. C'est très simple le calcul. Vous allez remarquer que D est sans unité. D'accord? Le décrément logarithmique est sans unité. C'est une formule mathématique. Une fois que vous avez ça, on vous demande pour la troisième question le calcul de L. Vous allez vous servir de toutes les lois qu'on a vues avant. On a, à partir du graphe, si vous vous rappelez, on a mesuré TA. On a mesuré le décrément logarithmique. En plus de cela, on connaît cette formule-là qui est en plus entre oméga A amorti et oméga 0 carré. Si vous vous rappelez, oméga 0 carré, on a cette formule-là pour le pseudo-périodique. On en a parlé au début dans les mouvements. Et vous avez toutes ces formules-là dont vous pouvez vous servir. Normalement, avec toutes ces formules, vous devriez trouver L, une formule pour L, qui ne fait intervenir juste avec TA et D, puisque c'est les seules mesures qu'on a utilisées du graphe. Normalement, il doit y avoir un oméga 0 carré qui vous convient dans les lois, un delta qui vous convient. D'ailleurs, delta, on l'a calculé juste avant. On a aussi le delta. On a la formule. Oméga A aussi, on prend la formule qui me convient selon ce qu'on a calculé. Et on doit trouver la formule qu'on va utiliser. Une fois que vous avez calculé L, la dernière question pour cette partie, c'était de calculer R du circuit, la résistance totale qu'il y a dans le circuit. C'est ça ce qu'on vous demande. Et pour celle-là aussi, pareil, vous avez dans ces formules-là une formule qui fait intervenir R et où il y a tout ce dont on a besoin juste avant. Donc, vous pouvez trouver facilement la formule. Avec cette partie-là, on aura fini. Il nous reste la partie 4 qui est une application. Donc, une application veut dire qu'on va refaire le même travail avec d'autres valeurs. Ça sera exactement le même travail, sauf que les valeurs vont changer. Donc, pour l'application, il me donne un autre circuit. On va avoir quatrième partie, donc partie 4. Application. Et c'est l'application au calcul d'une résistance. Pour la dernière partie, c'est une application où on va calculer la résistance Rx et la capacité Cx inconnue. Pour cette partie-là, il vous donne un autre circuit. Le circuit qu'on avait tout à l'heure, où on avait la résistance variable et le condensateur, on va nous enlever cette résistance variable. On va nous donner une autre résistance. Donc, il n'y a plus celle-là tout à l'heure. On va nous donner une résistance ici qu'on va nous appeler Rx. Et à la place de ce condensateur qui était connu tout à l'heure, c'était 57 nanofarads. 57 ou 47 nanofarads, il était donné. Maintenant, on va l'enlever. Il va vous donner une autre valeur pour Cx. Il va vous dire Cx inconnu. On doit le chercher. Et il vous dit aussi qu'on branche la voie 2, donc CH2, ici, aux bornes du condensateur, toujours pour voir la tension V du condensateur. La voie 2 va vous donner ce schéma-là qu'il vous donne avec les calibres correspondants. Il vous donne les calibres pour que vous puissiez mesurer. Il vous demande tout simplement comment trouver ces deux valeurs-là, Rx et Cx inconnues. Donc pour la première valeur de Cx, c'est très simple. Tant qu'on vous a donné ce schéma, ça veut dire toujours, qu'est-ce qu'on peut trouver à partir de ce schéma? On peut toujours trouver, comme tout à l'heure, la période TA que vous mesurez et le décrément logarithmique. Mais non, pour ne pas mélanger avec la partie de tout à l'heure, on va par exemple dire TA' et D'.
pour les deux valeurs nouvelles que vous prenez à partir de ce graphe. Bien sûr, des primes, vous vous rappelez, c'était 1 sur n, logarithme nipérien, V0 sur Vn, et vous refaites le calcul. Ce n'est pas la valeur de tout à l'heure. Et TA', pareil, on refait la mesure. Avec ces valeurs-là, on a aussi d'autres formules, celles qu'on a vues tout à l'heure. On peut aussi calculer delta prime, le nouveau delta, avec la formule de tout à l'heure, que je ne vous ai pas donnée, qui utilise seulement T et D. Elle est sur votre polycope. Avec ces formules-là, plus la formule qu'on a utilisée aussi tout à l'heure, oméga A au carré égale oméga 0 carré moins delta carré, qui va aussi faire intervenir que ces deux mesures-là. On cherche oméga 0 carré ici et le delta qui est là, le oméga A aussi ici, et on va chercher la formule qui relie ces trois choses-là. Tout à l'heure, on l'avait utilisée pour trouver L, si vous vous rappelez. C'est exactement la même formule, sauf que cette fois, on ne cherche pas L, mais on cherche Cx. C'est à partir de ces formules-là qu'on va chercher Cx. On remplace là où on trouve C de tout à l'heure. On va noter que c'est Cx, puisqu'il n'y a plus de C qui était connu tout à l'heure. Maintenant, il s'appelle Cx. J'espère que c'est clair. Vous devez trouver la formule. Deuxièmement, pour la résistance Rx, pareil. On va chercher dans les formules, puisqu'on a toujours T et D, on a aussi le petit delta prime. Normalement, à partir de ces trois-là, déjà vous voyez la formule qui relie à quelque chose où il y a le R. Sauf que, ici, vous devrez écrire, puisque dans les formules, bon, je vous aide un peu, ça sera sûrement celle-là. Delta égale R sur 2L. On vous aura dit normalement que R veut dire résistance totale. Toutes les résistances qu'il y a dans le circuit. Donc pour Rx, si j'utilise cette formule-là, je vais dire R total du circuit doit être égal à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le circuit? Il y a Rx plus la somme des résistances du circuit. Tout ce qu'il y a dans le circuit à part Rx. Donc il y a les résistances du générateur, il y a les résistances de la bobine, des fils, tout ce qu'il y a dans le circuit, on l'a appelé R-circuit. Et donc, normalement, si on arrive à trouver R total, par exemple, à partir d'ici, on peut trouver Rx. Sauf que, donc Rx égale R total moins R-circuit. Donc, R total, on peut la trouver à partir de la formule, mais R-circuit, on ne l'a pas. On n'a pas fait de calcul. Donc pour R-circuit, il vous donne, on la cherche de la suite. Il vous donne quelque chose de la suite. Il va vous donner un autre graphe. Il vous dit, voilà le graphe sans Rx. Je vous explique ça tout de suite. Donc pour le moment, on peut tirer Rx comme ça. R total des formules qui sont là. Et R-circuit, on va aller la chercher juste dans la suite. Donc, je vais noter. Donc, dans la suite, il nous donne quoi? Il nous donne, pour ce circuit de tout à l'heure, il me dit, je vous donne le circuit correspondant, plutôt le graphe correspondant au circuit sans Rx. Donc, si on enlève Rx, il va me rester quoi? Il va me rester, je vous ai dit, pour la suite, on cherche un circuit sans Rx. Donc, il me donne un autre circuit. Il me dit, la voie 2 va me donner ce schéma, comme tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau schéma, encore une fois, avec le même calibre. Donc, est-ce qu'on peut toujours en tirer? Toujours la même méthode. Comme c'est une application, c'est toujours les mêmes calculs. Chaque fois que vous voyez ce schéma, on va tirer TA et on va tirer le décrément logarithmique. On va encore leur changer de notation pour ne pas se tromper. Tout à l'heure, on a mis T', on va mettre T2'. Et D2'. Et à partir de ces deux-là, on peut encore une fois tirer delta 2' avec les formules. Une fois qu'on a tout ça, normalement, si je vais dans ces formules-là, avec le delta, je peux trouver R total du circuit. Donc, je peux dire que pour delta 2', qui est égal à R du circuit, puisque ici, on a enlevé Rx. Donc, tout ce qui reste, c'est les résistances du circuit. Et résistance du circuit sur 2L.
Et donc, je peux tirer la résistance du circuit est égale, donc, 2 delta fois L. Une fois que vous avez cette résistance du circuit, vous allez juste l'injecter dans cette formule. Rx égale R total, qu'on doit donc chercher ici, de tout à l'heure, moins R du circuit qu'on vient de trouver sur le dernier graphe qui est ici. Bon, une petite remarque. Vous allez me dire, pour les L dans cette partie-là, dans la partie 2, quel L utiliser? Est-ce qu'on utilise le L1 de la toute première partie en régime critique ou le L2 de la partie en régime pseudo-périodique qu'on devait comparer? Vous avez calculé les deux valeurs et vous les avez comparées. Je vais vous dire, on n'utilise ni l'une ni l'autre. On va dire qu'à partir de maintenant, on connaît la valeur de la bobine. On va dire que la valeur, c'est 11 millihenry. On va vous la donner. Normalement, sur les TP, elle est donnée. Puisque pour la première partie, on la calcule. Et pour cette partie-là, dorénavant, elle est connue. Elle égale 11 millihenry. Donc, vous pouvez utiliser 11 pour tous les autres calculs de la deuxième partie. Une fois que vous avez fait vos calculs, il y a une petite remarque encore à faire. On aurait pu, pour cette dernière partie R circuit, on aurait pu la calculer à partir de la partie de tout à l'heure. Vous auriez pu me dire, dans la partie de tout à l'heure, il n'y avait pas Rx. Et on avait R est égal à 0. On aurait pu utiliser, avec les formules de tout à l'heure, avec le graphe de tout à l'heure, et tirer R. Oui, mais puisqu'il nous a donné un autre graphe, ça veut dire qu'on ne prend pas le même R du circuit. Ça veut dire que peut-être les fils, on a changé un nombre de fils, peut-être des choses ont changé. Ils nous ont donné un autre graphe et donc on est obligé de l'utiliser. S'ils ne nous avaient pas donné ce graphe-là, on aurait pu prendre que la résistance du circuit, c'est la même que dans la partie première où on avait déjà delta, où on avait un R et on aurait pu la tirer facilement, on aurait pu l'utiliser. J'espère que c'est clair pour cette remarque. Le TP est terminé. Si vous avez des questions, on reste en contact et je pourrai faire un complément de remarques ou de réponses à vos questions.